Eh bien, bonjour à tous. Je suis Sandrine Lagaron, chef de projet prévention pour, Aesio Mutuelle et nous vous proposons aujourd'hui un webinaire, le sommeil, mécanismes et bonnes pratiques ou le sommeil, un allié pour votre santé, qui va vous être présenté par le docteur Anne Mercier, qui est également, directrice scientifique du réseau des centres de gestion du stress. Alors ce webinaire, ça s'inscrit dans vous est proposé par Prévaesio, le service de prévention, d'Aesio Mutuelle, et tout au long de l'année, vous avez accès grâce à ce service à des parcours de prévention, qui s'articulent autour de webinaires pour vous informer, qui vous permettent aussi de faire le point grâce à des bilans individuels par téléphone ou dans une agence Aesio avec un professionnel et également d'agir pour votre santé au travers des cycles de web ateliers qu'on propose et maintenant aussi grâce à des programmes de coaching santé en ligne. Donc je vous en parlerai un petit peu, à l'issue de notre webinaire et donc vous pouvez retrouver toute cette programmation, tous ces formats d'actions de prévention dans votre espace adhérent sur la page Mes services à la rubrique Prévaesio. Si vous n'êtes pas adhérent, puisque nos webinaires sont également ouverts aux non-adhérents, vous retrouvez toute notre programmation sur notre site ensemble.aesio. Donc je vais passer tout de suite la parole à Anne. On est ensemble pour, 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On fera, une petite pause après chaque partie pour répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et à tout à l'heure. À vous, Anne. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, comment je mets ça en Alors grand, la je vais le diapositive? faire. Voilà, ça Voilà, y est, merci. pour que tout le monde voit bien. Merci beaucoup. Je Alors, vous en bonjour prie. à tous et à toutes. Je vous remercie de votre invitation, Sandrine, et puis je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, ensemble, nous allons voir ce qu'est le sommeil, pourquoi le sommeil est un allié santé, et enfin, les règles d'hygiène pour un sommeil de bonne qualité. Voilà, donc notre programme. Avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous dire un petit mot sur le fait que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est fourni à titre informatif. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical ou un avis professionnel. Et évidemment, si vous voulez des conseils adaptés à votre situation, je vous préconise de consulter un professionnel de santé qualifié. Alors, on va commencer par aller voir qu'est-ce que le sommeil exactement? Parce que le sommeil, on entend beaucoup de choses et parfois elles ne sont pas, le sommeil, c'est pas ce qu'on pense que c'est en fait, hein. Donc, le sommeil, c'est un état physiologique récurrent, réversible et qui est vital, qui se caractérise par une baisse de la vigilance et de la réactivité, des modifications au niveau du rythme cardiaque, de la tension, de la température corporelle, et surtout une activité cérébrale qui est spécifique et qui est organisée en cycle. Et contrairement à l'idée de repos qu'on se fait du sommeil, en fait, le sommeil, c'est un processus qui est actif, pendant lequel notre cerveau va trier, va consolider, va réguler et va réparer notre organisme. Si on va voir les études sur qu'est-ce que c'est que le sommeil, on voit que le sommeil s'organise par cycle et qu'un cycle dure en moyenne 90 minutes. Et les études montrent que nous traversons à peu près 4 à 6 cycles par nuit selon notre durée de sommeil. Si on va revoir comment se compose chaque cycle, en fait, ces cycles comportent plusieurs stades. On a ce qu'on appelle le stade N1, qui est le stade de somnolence ou de transition veille-sommeil. C'est en fait le moment où on va commencer à s'endormir. Il y a le stade N2, qui est le sommeil léger. Le stade N3, qui est le sommeil dit profond et qui est aussi le sommeil réparateur. Et puis, il y a un dernier stade qui s'appelle R ou REM dans les études, qui est le sommeil paradoxal. Et c'est ce
ce stade-là qui est très riche en activité cérébrale. Alors, quelles sont les fonctions du sommeil? Si on va voir les études, on voit surtout que c'est le sommeil profond et le sommeil paradoxal qui est important pour notre santé. Le sommeil profond, il va être à l'origine de la récupération physique, cellulaire, mais aussi métabolique, biologique, immunitaire. Donc en fait, il va faire tout ce qui est indispensable pour maintenir en fait l'équilibre physiologique, la santé globale de notre organisme. Et le sommeil paradoxal, c'est vraiment ce stade de sommeil qui a une activité cérébrale élevée, parce que c'est vraiment la partie du sommeil qui va nous permettre de mémoriser, d'intégrer les apprentissages, de réguler nos émotions. Et donc, il a un rôle majeur dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est cette capacité de notre cerveau à se modifier tout au long de notre vie en fonction de ce que nous vivons, de ce que nous apprenons ou de ce que nous ressentons. Et donc, voilà, il va y avoir à la fois une récupération physique et une régulation cérébrale, émotionnelle. Si on va voir du côté de l'architecture du sommeil, on voit en fait que l'organisation de ces cycles et de ces stades n'est pas homogène tout au long de la nuit. On va avoir une première partie de nuit, ici, qui, dans laquelle il y a une prédominance en fait du sommeil profond et donc une meilleure récupération physique en première partie de nuit. Alors qu'au niveau de la seconde partie de nuit, on va avoir plutôt une alternance entre le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Et donc, c'est vraiment la deuxième partie de nuit qui va permettre la mémorisation et l'intégration des apprentissages, mais aussi la régulation émotionnelle. Ce que les études ont également montré, c'est que nous n'avons pas tous le même profil de sommeil. Nos besoins, nos horaires naturels, la façon dont nous récupérons, en fait, sont influencés par notre biologie. Nous avons tous une sorte d'horloge biologique interne qui va spontanément nous amener à nous endormir et à nous réveiller à peu près aux mêmes heures. Mais parfois, la vie quotidienne nous impose d'autres contraintes et donc l'enjeu va être de trouver un équilibre acceptable entre notre rythme biologique et nos obligations, nos contraintes, pour éviter en fait de fragiliser notre sommeil sur le long terme. C'est particulièrement important puisque le sommeil est gouverné par deux systèmes complémentaires qui ont été décrits en 1982. Et on a d'un côté ce qu'on appelle l'homéostasie du sommeil, c'est-à-dire qu'on va avoir une dette de sommeil ou une pression de sommeil qui va augmenter tout au long de la journée pendant la période d'éveil. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le rythme circadien, donc c'est cette véritable horloge biologique interne qui aussi permet de moduler cette alternance veille-sommeil sur 24 heures. Et en fait, la manière dont ces deux processus vont s'équilibrer varie d'une personne à l'autre, ce qui explique les différents chronotypes. Les chronotypes, ce sont les couche tôt, lève tôt, couche tard, lève tard. Et donc, de manière tout à fait naturelle, nous sommes plutôt soit du soir, soit du matin, mais rarement des deux. Alors, l'homéostasie du sommeil, c'est quoi exactement? En fait, plus nous restons réveillés, plus il va y avoir une accumulation d'une molécule qu'on appelle l'adénosine dans le cerveau. Et c'est cette accumulation d'adénosine qui va entraîner ce qu'on appelle la pression de sommeil ou la dette de sommeil. Et quand cette accumulation devient trop forte pour le cerveau, eh ben, la somnolence apparaît. Et le sommeil va permettre d'éliminer cette accumulation d'adénosine dans le cerveau et rétablir l'équilibre pendant la nuit.
Le deuxième phénomène dont je vous ai parlé, c'est le rythme circadien. Donc lui, il dépend vraiment de notre horloge biologique interne et il est en lien avec une petite zone du cerveau qui est juste là, entre les deux yeux, qui est le noyau suprachiasmatique. Et en fait, c'est une zone du cerveau qui est particulièrement sensible à la lumière, mais aussi à l'activité physique, l'alimentation, la température. Et donc, cette petite zone du cerveau va réguler justement, en fonction de la lumière, si on va être réveillé. En fonction de la température, ça va réguler notre température corporelle. Ça va aussi avoir un impact sur nos hormones qui vont plus ou moins se libérer, certaines plus le matin, d'autres plus le soir en fonction de leur fonction justement. Et ça va aussi avoir une fonction de régulation de notre métabolisme interne. Et donc finalement, l'endormissement va se faire quand il y a une synchronisation entre ces deux mécanismes, c'est-à-dire une synchronisation entre notre horloge biologique interne et la pression de sommeil, l'accumulation d'adénosine dans notre cerveau. Et il faut vraiment, pour avoir un endormissement de qualité, que les deux courbes se superposent à peu près et l'endormissement va se faire à ce moment-là, c'est-à-dire quand l'écart entre les deux couches est au plus haut. Et si l'un des deux systèmes est perturbé, que ce soit par du stress, par des horaires décalés, par une lumière tardive, ou d'autres choses, alors à ce moment-là, ces courbes en fait vont être décalées. Il va plus y avoir ce moment particulier qui est propice à l'endormissement et du coup, le sommeil va devenir plus fragile. Voilà déjà pour cette première partie sur qu'est-ce que c'est que le sommeil. Est-ce que Alors, vous avez des questions? a priori non, il n'y a pas de questions, Anne, donc je pense que vous avez été très claire, très pédagogue. Donc on va continuer. S'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser via le chat. Alors je vois qu'il y a Nathalie qui est en train de taper. On a toujours un petit décalage entre le moment où la question, arrive. On va attendre, peut-être 2 Oui, secondes. on a le temps, hein. On est dans Oui, les temps, il n'y a pas de. voilà. Après c'est vrai qu'on a chacun notre rythme et est-ce que c'est grave, par exemple, si on s'endort en début de soirée, puis qu'on se réveille à 1 heure du matin, puis après on s'endort plus, puis on redort le matin? Enfin, par voilà, parfois on a des nuits un peu hachées, en fait, en 2 temps, donc Oui, alors justement, je vais l'aborder justement dans cette phase-là où ça permet, oui, enfin oui, c'est l'idéal, c'est vraiment d'avoir une régularité, de s'endormir toujours à la même heure et de mmh, se réveiller toujours à la même heure. Et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, quand il y a des réveils nocturnes, souvent c'est un signe qu'il y a un décalage en fait de ces deux mécanismes, l'homéostasie et la l'horloge biologique interne. d'accord. Alors Nathalie nous demande: «Est-ce que les différentes phases de sommeil sont les mêmes, quelle que soit l'heure du coucher?» Oui, en fait, on va toujours avoir ces cycles et vraiment en première partie de nuit, euh, la récupération physique avec le cycle le sommeil profond et en deuxième partie de nuit, l'alternance entre le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Et cette répartition en fait dans la nuit reste toujours la même quand le sommeil est de bonne qualité, hein, bien sûr, que vous fassiez une nuit entre 21 h et 4 h du matin ou que vous fassiez votre nuit entre minuit et 8 h du matin. Voilà, ça ne change pas quand votre sommeil est correct. Et s'il est adapté à votre chronotype, on aura toujours cette structure-là, cette architecture-là. Il peut y avoir une désorganisation de l'architecture, mais là, ça va être pathologique et c'est ce qu'on va voir après. OK. Et puis, alors Nathalie vous remercie et puis on a Sylvie qui nous demande si la sieste peut-elle compenser le sommeil avec les réveils nocturnes? Alors,
Je vais avoir une réponse nuancée. Je vais dire oui et non. C'est-à-dire que oui, la sieste peut avoir un intérêt effectivement pour récupérer, à condition qu'elle ne soit pas trop longue. Ça, c'est pareil, je vais en parler parce que si on fait une sieste qui est trop longue, et ben, le problème, c'est qu'on va décaler justement, on va désynchroniser en fait le rythme circadien, enfin l'horloge biologique interne avec l'homéostasie parce que justement, on va diminuer cette pression, cette dette de sommeil et du coup, ça peut avoir un impact sur la nuit d'après et du coup entraîner des réveils nocturnes et là, on va avoir un cercle vicieux. Donc, oui et non. Oui, à condition que la sieste ne soit pas trop longue. On conseille 20 minutes. 20 minutes, c'est bien. 30, grand maximum. Voilà. Parfait. Alors, on va pouvoir avancer. Puis maintenant, je pense que vous allez aborder le sommeil et la santé, c'est-à-dire l'impact du sommeil sur notre santé. C'est ça, tout à fait. En fait, il y a ça fait à peu près 25 ans maintenant qu'on étudie le sommeil, qu'on étudie, comment il influence notre santé et ça nous permet vraiment, enfin, il y a beaucoup d'études qui nous permettent maintenant aujourd'hui de pouvoir dire que le sommeil, c'est vraiment un allié pour notre santé. Allez, je vous laisse continuer. Merci. Donc, les études, en fait, déjà montrent qu'il va y avoir une relation entre la durée du sommeil et la santé et que cette relation suit une courbe qu'on appelle en U, ici, et que la durée idéale de sommeil chez l'adulte est d'environ 7 à 9 heures par nuit et que dès lors qu'on a une durée qui va être inférieure à 7 heures ou supérieure à 9 heures, il va y avoir une augmentation du risque de maladies chroniques, mais aussi une augmentation de la mortalité globale. Donc déjà, voilà, on a déjà cette première information qui est que la durée, idéalement, c'est 7 heures à 9 heures, 7 heures pour les petits dormeurs, 9 heures pour les gros dormeurs, mais on va dire environ 7 heures par nuit pour un adulte. Si on va regarder les effets de la dette de sommeil, donc ces mêmes études ont montré en fait que la dette de sommeil a des répercussions multiples sur la santé. Il va y avoir déjà des répercussions au niveau du cerveau avec une diminution de l'attention, de la vigilance, des troubles de la mémoire, avec donc des pertes de mémoire, une difficulté en fait à se concentrer. Et il va y avoir une altération en fait de la plasticité cérébrale, hein. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le sommeil paradoxal était là pour aider notre cerveau à réguler les émotions, à s'adapter à notre environnement, à ce qu'on vit tous les jours, hein. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et donc finalement, cette plasticité cérébrale, c'est la fonction qui nous aide à nous adapter en permanence à ce que l'on vit. Et du coup, comme il y a une difficulté, enfin une diminution de cette plasticité cérébrale, on va avoir donc des difficultés à s'adapter dans notre quotidien. Il va y avoir aussi des impacts sur notre métabolisme. On va avoir une dérégulation du cortisol qui va être augmentée, ce qui va entraîner des troubles de la glycémie, une insulinorésistance et donc un diabète. Mais on va aussi avoir d'autres risques métaboliques qui peuvent être à l'origine d'une hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire tout ce qui est infarctus, accidents vasculaires cérébraux, etc., mais aussi qui peut être à l'origine d'une obésité. Il va y avoir également un impact sur le système immunitaire qui va devenir moins efficace et du coup, on va avoir un risque d'infection récurrente. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le sommeil, en tout cas le sommeil paradoxal, nous aide à réguler nos émotions. Et donc, la dette de sommeil va diminuer ce temps de sommeil paradoxal, ce qui va entraîner une moins bonne régulation
de nos émotions et du coup, ça peut entraîner une irritabilité, une anxiété, du stress, une plus grande variabilité, vulnérabilité, on va dire, émotionnelle et qui peut aller jusqu'à en tout cas, un stade de dépression, s'il y a d'autres facteurs, de risque de dépression. Évidemment, ces études ont montré que, dormir trop, bah, ça donnait aussi le même, type de problème, d'impact, en fait, sur la santé. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au-delà de la durée, du sommeil et de la quantité de sommeil, il y a un autre facteur qui est extrêmement important, qui est même plus important que la durée du sommeil, c'est la régularité du sommeil. En effet, les études ont montré que, cette régularité, c'est-à-dire le fait d'avoir des heures de coucher et des heures de lever qui soient stables, c'est un déterminant majeur de santé et donc dans une étude, ils ont, regardé ce qu'on appelle le SRI, donc le Sleep Regularity Index. Excusez-moi, mais mon anglais n'est pas top top. Et donc cet index, hein, donc c'est l'index de régularité du sommeil en français, en fait prédit mieux le risque de mortalité que la durée du sommeil. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, les risques sur la santé, hein, sont plus importants toujours chez les dormeurs qui ont un sommeil irrégulier par rapport à ceux qui ont un sommeil régulier, hein. Donc, régulier, c'est s'endormir et se lever toujours à la même heure. Et ce que ces études ont montré, c'est qu'en fait, un sommeil irrégulier, ça venait perturber en fait notre horloge biologique, le rythme circadien et aussi la sécrétion de nos hormones comme la mélatonine, le cortisol, les hormones de croissance, etc. Et que donc, même si la durée de sommeil est correcte, le fait d'avoir un sommeil irrégulier, ça va réduire la qualité réparatrice du sommeil et donc ça va avoir finalement les mêmes effets que la dette de sommeil. Voilà pour cette deuxième partie. Alors, Je on a pense que là, quelques il peut y avoir de questions, ouais. voilà. Alors, on a Claude qui nous dit, du coup, elle dort moins de 7 heures. Elle dit: «Je dors toujours entre 5 et 6 heures. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur ma santé?» Et oui, parce que, bah, voilà, comme le montrent ces études, le fait de dormir moins de 7 heures, on sait, moi ça a été démontré qu'il existe une, augmentation du risque, métabolique et donc ça peut être à l'origine, d'une hypertension, ça peut donner, du diabète, et en tout cas, ça peut être, en tout cas augmenter le risque, ça c'est sûr, ça augmente le risque de faire, un accident vasculaire cérébral ou, une maladie, enfin un infarctus ou voilà ce genre de maladie. Donc oui, ça peut avoir un impact. Et que faire pour arriver à dormir 7 heures? Et ben, c'est ce qu'on va voir maintenant dans les bonnes pratiques. OK. Comment optimiser ses chances d'avoir un sommeil de qualité. Alors, Voilà. il y a Pascal qui nous demande aussi: «Est-ce que cette dette de sommeil peut être récupérable et est-ce que les effets peuvent eux aussi s'améliorer avec un bon sommeil par la suite?» Oui, donc effectivement, la dette de sommeil peut être récupérable. Effectivement, si on fait que des petites nuits, c'est là où ça peut être intéressant de mettre justement une courte sieste pour récupérer. Et puis, oui, les effets, sont, améliorables, enfin, c'est pas ce terme-là que je voulais dire, mais effectivement, ce qu'on voit dans les études, c'est que, le fait de,
mettre en place une hygiène du sommeil et de retrouver un sommeil de qualité, ça diminue les risques de maladies. Alors, s'il y a du diabète, le diabète sera toujours là, il ne va pas s'envoler. S'il y a de l'hypertension, pareil, l'hypertension ne va pas s'envoler, mais en tout cas, les risques de complications les plus graves, comme l'infarctus ou l'AVC, vont être diminués. Donc oui, ça a vraiment un intérêt de prendre soin de son sommeil. Donc il y a Hélène qui remarque que très peu de personnes dorment 7 heures d'affilée. Elles ont souvent un sommeil haché, ce qui arrive peut-être plus en vieillissant, je ne sais pas. Enfin, ça dépend peut-être des périodes et des personnes aussi. Et puis il y a Catherine qui nous demande: «Est-ce intéressant de prendre de la mélatonine? Est-ce sans risque au long cours?» Alors la mélatonine, oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment, l'hormone ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. C'est intéressant quand il y a des troubles, du rythme, de l'horloge biologique, en fait, parce que, ça c'est cette hormone qui va, entre autres, déclencher aussi le sommeil. Donc oui, c'est intéressant. Ça peut être, notamment, intéressant, surtout quand il y a une difficulté d'endormissement, moins pour les réveils nocturnes. C'est intéressant, par exemple, quand il y a des horaires décalés, donc quand on part en vacances et qu'on a le jet lag, ça peut être intéressant, mais aussi pour les professionnels qui ont des horaires, décalés ou qui font, des 3 Télétravail postes en fait, posté. des horaires de ouais, voilà, les travails postés, je cherchais le mot. Le travail posté parce que, bah, c'est vrai que là, ça c'est typiquement ce type de situation qui peut entraîner une désynchronisation et donc là, ça permet d'avoir un moindre impact en fait de cette, désynchronisation. Et puis, bah, l'avantage, c'est que la mélatonine, il n'y a aucun effet secondaire. On peut le prendre au long cours, c'est, vraiment sans aucun risque, contrairement, aux somnifères où, bah, là, effectivement, on s'endort très, très bien, mais par contre, à éviter au long cours. Alors, et donc, que doit-on faire quand on se réveille en pleine nuit et quand on n'arrive plus à s'endormir? Le fait de lire pendant au moins 2 heures, est-ce bon? Peut-être que vous allez en parler peut-être dans les bonnes pratiques ça, Anne? Je vais l'aborder, sans vraiment l'aborder, mais oui, enfin, c'est pas alors lire pendant 2 heures, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'on On casse réactive le le cerveau. mmh, Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, enfin, ce qu'on conseille en général, c'est plutôt de rester au lit. Heu, Éventuellement, on peut se lever, aller marcher, enfin faire, un tour de la chambre, faire pipi, boire un verre, enfin voilà, pour dire 2. Mais éviter en fait tout ce qui va stimuler le cerveau. Lire, ça pour pouvoir lire, il va falloir mettre de la lumière, donc la lumière, ça va, arrêter la sécrétion de mélatonine dans le cerveau et donc ça va, activer, le rythme biologique, donc c'est pas ce qu'il y a de bon et puis, ça va aussi, activer notre système nerveux, activer notre cerveau donc en fait, en général, le mieux, c'est de rester dans le noir, heu, au calme, tranquillement et d'essayer de faire le vide dans sa tête, plutôt de se relaxer, donc une séance de méditation ou de se concentrer sur sa respiration. Ça va être beaucoup plus efficace pour se rendormir. très bien. Et puis alors Audrey, qui a un sommeil perturbé, qui fait plusieurs réveils, nocturnes. Son médecin lui a prescrit un médicament pour dormir toute la nuit. Est-ce que cela permet de récupérer la dette de sommeil? Quid des somnifères? Demande Hélène. Bah, c'est ça, ça dépend, c'est Mmh. somnifère, ça oui, enfin, ça permet de récupérer la dette de sommeil parce que, effectivement, ça va nous faire dormir, mais c'est un sommeil qui est, comment je vais dire ça? Artificielle? Qui est artificiel, voilà, qui est Mmh. artificiel, donc c'est pas, la qualité est quand même relativement moins bonne et puis surtout le danger, c'est le risque d'accoutumance en fait de Mmh. ces molécules. C'est ça en fait, qui est compliqué avec les somnifères, donc en cure courte, c'est intéressant. Après vraiment le problème, c'est qu'on devient dépendant, donc voilà.
j'avais, eu un conseil de médecin, enfin, qui disait qu'en effet, parfois dans certains cas, on ils sont obligés de prescrire des somnifères quand les personnes Mmh. sont peut-être trop fatiguées Quand et il voilà, quand il y a un voilà, trop gros déficit de sommeil, ouais. mais vraiment que ça devait être en cure courte pour pas créer C'est ça, d'accoutumance. Mmh. c'est ça, tout à fait. Donc effectivement, il y a vraiment des situations pour lesquelles c'est indispensable de les mettre, Mmh. mais il faut vraiment, enfin, faut vraiment voir ça comme quelque chose de ponctuel qui aide, qui donne un voilà, dans une situation de secours, vraiment où il y a besoin, mais c'est pas pour moi le, la première chose vers laquelle il faut se tourner. Pour moi, c'est vraiment le truc de dernier recours. Mmh. Alors, il y a Ashoy qui nous dit: Plus je vieillis, plus mon sommeil est haché. Que faire pour améliorer?» Mais peut-être qu'on va en parler aussi dans les bonnes pratiques. Il y a Oui, Mama qui conseille les tisanes à base de mélisse pour aider à diminuer les réveils nocturnes. Et puis tout à Sylviane fait. qui prend de la mélatonine à 1,9 milligrammes, bien pour s'endormir, dit-elle, mais cela n'évite pas les réveils nocturnes. Oui, bah, alors le problème de la mélatonine, effectivement, 1,9 milligrammes, c'est le bon dosage. Après, il y a différents types de mélatonine, donc c'est là où c'est, important en fonction de qu'est-ce qu'on veut éviter. Il y a la mélatonine à libération, rapide, donc là, c'est plutôt sur, l'endormissement que ça va agir et après il y a certaines formes de mélatonine, ce qu'on va appeler à libération prolongée. Donc là, ça va, libérer petit à petit la mélatonine, tout au long de la nuit pour, essayer de limiter les réveils nocturnes et après il y a une troisième forme de mélatonine qu'on appelle la mélatonine à, libération différée, donc LD cette fois-ci et donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui, en fait, c'est plutôt pour quand on n'a pas de problème d'endormissement, donc on arrive à s'endormir naturellement sans mélatonine. Par contre, c'est quand on va avoir des réveils nocturnes en deuxième partie de nuit. Donc, en fait, ça va être simplement la cinétique de la mélatonine qui va changer, de la libération de la mélatonine qui va changer pour, en fait, cibler vraiment le moment, où on en a le plus besoin, en fait. Et puis, pour répondre, à Chouac, donc, oui, le sommeil, il change aussi avec les années. En vieillissant, notre sommeil est beaucoup plus léger, et donc le fait qu'on ait un sommeil, plus léger, on a, aussi, plus facilement cette sensation de réveil nocturne. Donc c'est Alors aussi, mmh, voilà, c'est aussi métabolique, quoi. on a aussi alors plusieurs questions maintenant en lien entre enfin, qui tournent autour du sommeil en lien avec le stress. La prise d'anxiolytiques sur une courte durée est-elle un bon moyen pour éviter les réveils nocturnes? Que faire pour éviter les réveils nocturnes quand ils sont liés au stress et aux problèmes personnels qui nous réveillent? Et en période de grand stress, afin de mieux dormir, je prends des gouttes de valériane en teinture mère. Voilà, ça c'est un petit conseil de Nathalie. Donc, est-ce que la prise d'anxiolytiques, c'est bien pour ces réveils nocturnes? Et que faire quand on est trop anxieux et que ça nous empêche de dormir, en gros? Alors, les anxiolytiques, bah, c'est pareil que pour les somnifères. C'est bien quand il y a vraiment besoin, quand il y a une anxiété vraiment sévère, avec vraiment des ruminations, des des pensées qui tournent en boucle et cetera et que quand on voit que c'est vraiment ce phénomène-là, ce mécanisme-là qui nous empêche de nous endormir, alors oui, les anxiolytiques sont aussi, sont très intéressants dans ce cas-là. Mais comme pour, les somnifères, il y a un risque d'accoutumance, il y a un risque de dépendance et donc, ben, vraiment, c'est aussi, en cure courte, hein, 15 jours en général maximum pour éviter, de devenir dépendant. Et sinon, bah, quand il y a du stress, vraiment, ça va être de, faire tout ce qui est relaxation. Donc c'est vraiment là où les techniques de méditation, le soir ou alors de se concentrer sur sa respiration ou alors de faire un scan corporel pour aller voir un petit peu son corps, où est-ce qu'il y a des tensions, essayer d'enlever les tensions dans le corps, de faire des étirements. Enfin voilà, ça va vraiment être, toutes ces choses-là qui vont être, à privilégier le soir, en fait, dans l'idée de faire un retour au calme du système nerveux, avant la nuit, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, merci Anne. On va passer aux bonnes pratiques maintenant. Quelques solutions pour bien dormir. Ouais. Alors, hop. Alors donc toutes ces, études, nous ont permis en fait de comprendre un petit peu comment le sommeil, fonctionne, comment il agit et de déduire en fait une espèce de checklist de bonnes pratiques, avec des bonnes pratiques qui sont, simples, concrètes, validées, hein et ça constitue en fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'hygiène du sommeil. Donc dans cette checklist, il y a effectivement le fait d'avoir des horaires de sommeil réguliers, la lumière le matin, d'éviter la lumière bleue le soir, de dormir dans un environnement propice, de limiter le café et l'alcool, de l'activité physique régulière, de mettre en place aussi un rituel d'endormissement et puis on va aussi parler, des siestes. Alors on va reprendre ces points un par un. Donc effectivement, c'est important de maintenir des heures, réguliers de coucher et de lever. Dans les études, on parle de maintenir, des horaires, fixes avec une variabilité de plus ou moins 30 minutes. Ça permet vraiment de stabiliser l'horloge interne et d'éviter en fait les fortes variations pendant, les week-ends, les soirées tardives, les vacances, parce qu'effectivement, ça augmente le risque de troubles métaboliques. Et que, les études aussi ont montré que la régularité était un très bon prédicteur de santé globale, et que ça diminue le risque de mortalité, cardiovasculaire. La lumière du matin, bah, c'est important en fait de s'exposer, à la lumière naturelle dans l'heure qui suit le réveil parce que justement ça va avoir une action en fait sur, l'horloge, biologique, l'horloge biologique interne. Comme je vous ai dit, tout à l'heure, on a cette petite zone au niveau du cerveau là entre les 2 yeux, donc le noyau suprachiasmatique qui permet justement de réguler cette, horloge biologique et cette petite zone, elle est très sensible à la lumière et donc dès lors que vous allez, vous exposer à la lumière, cette zone va capter en fait, la lumière et va, comprendre que, ben, voilà, on est le matin et du coup, ça va déclencher, la libération de toutes les hormones, du matin et ça va inhiber, la sécrétion de mélatonine. Donc ça va vraiment permettre de synchroniser cette horloge biologique, interne. Et donc, les études ont montré que le fait de s'exposer à la lumière naturelle le matin, ça améliore la qualité du sommeil le soir. Donc, voilà, une chose, qui, prend, 5 minutes et qui est gratuite. Donc c'est toujours, intéressant à mettre en place. Ce qui évidemment va de pair avec ça, c'est d'éviter la lumière le soir et notamment la lumière bleue des écrans. Puisqu'évidemment, cette petite zone dans le cerveau est sensible à, la luminosité, bah, effectivement, ça paraît, logique, de, limiter en fait, la lumière le soir. Les études ont montré d'ailleurs que cette lumière bleue spécifiquement, hein, celle des écrans, et des lampes LED, bah, ça avait une action d'inhibition de la production de la mélatonine et ben, voilà et donc ça dérègle l'horloge circadienne. Donc ce qui est recommandé, c'est d'arrêter en fait cette exposition, environ 1 heure avant le coucher pour, avoir un endormissement de qualité. Les études ont montré, que, c'était aussi très important d'avoir un espace propice au sommeil, avec une chambre qui est, fraîche, sombre, silencieuse, une température, de pièce idéale entre 18 et 20°, de l'obscurité, hein, bah, toujours par rapport à, cette synchronisation de l'horloge biologique. Mais aussi, que c'est important de limiter les stimulations, en fait, dans le lit. Donc c'est dans l'idéal, ne pas regarder la télévision dans le lit, ne pas travailler dans le lit, ne pas lire dans le lit.
D'où ma réponse tout à l'heure, parce que le lit doit être vraiment réservé au sommeil. Autre point qui est très important, c'est de limiter la caféine et l'alcool. Alors, les études ont montré que la caféine, même prise le jour, peut retarder l'apparition du sommeil paradoxal. L'effet de la caféine est différent d'une personne à l'autre, mais en tout cas, chez certaines personnes, même en prenant un café à 14 heures, il peut y avoir un impact sur le sommeil paradoxal. Donc ça, c'est vraiment à adapter à chacun, parce que vraiment là, le, le- le- la fenêtre de tolérance est différente d'une personne à une autre, mais voilà, ça a montré que l'effet peut être retardé de plusieurs heures, de 6, voire 8 heures chez certaines personnes. Donc voilà, les personnes très sensibles au café peuvent avoir effectivement des difficultés de sommeil. L'alcool, lui, va avoir un effet beaucoup plus pervers, je dirais, puisqu'il va perturber complètement l'architecture du sommeil. En fait, l'alcool donne souvent une impression d'aider à débrancher, parce que c'est ce qu'on appelle un dépresseur du système nerveux, donc il va mettre notre système nerveux au repos, ce qui fait qu'on va s'endormir plus vite. Mais le problème, c'est qu'il va complètement désorganiser notre sommeil. On va avoir une réduction du sommeil paradoxal et donc une moins bonne régulation émotionnelle, une moins bonne régulation du stress. On va avoir aussi un effet boomerang sur le système nerveux, c'est-à-dire que effectivement, ça va inhiber notre système nerveux, ça va voilà, ça va le mettre au repos au début. Mais une fois que l'alcool va être métabolisé, qu'on va l'avoir digéré, qu'on va l'avoir transformé dans notre corps, et ben on va avoir ce qu'on appelle cet effet boomerang, c'est-à-dire qu'on va avoir une hyperactivation de notre système nerveux avec une libération d'adrénaline, ce qui va engendrer des réveils nocturnes, une agitation, des palpitations, et finalement un peu comme de l'anxiété. Et puis, cet alcool, il va aussi avoir un effet sur la libération de nos hormones, sur la libération, enfin, sur la sécrétion de mélatonine, sur la sécrétion du cortisol. Et ces fluctuations, bah, c'est pareil, elles vont avoir un impact sur notre biologie interne, sur notre métabolisme. Et tout ça, tout cet ensemble, en fait, va entraîner un état de stress, en fait, permanent, une anxiété, ce qu'on appelle l'anxiété post-alcoolique, et donc va rendre notre cerveau plus vulnérable avec, moins de ressources, moins de capacité d'adaptation et plus d'émotions négatives. L'exercice physique, alors effectivement, les études montrent que, l'activité physique régulière améliore la qualité du sommeil. Elle réduit le temps d'endormissement et ça va aussi diminuer les symptômes d'insomnie. Avec simplement une vigilance, c'est d'éviter des séances intensives tard le soir, parce que l'activité intense va justement activer notre système nerveux et le retour au calme étant plus long quand l'activité est intense, ça peut diminuer l'endormissement. Donc idéalement, les activités physiques intenses, donc intenses, voilà, un jogging, une séance cardio hyper forte, voilà, ou une séance de musculation plus. Bah, l'idéal, c'est de le faire vraiment entre 11 heures et 15-16 heures. C'est vraiment en tout cas pour notre biologie interne, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Le soir, il vaut mieux privilégier une activité physique douce. Donc ça peut soit juste aller marcher, ça peut soit être du yoga, du pilates, enfin voilà, des choses beaucoup plus calmes, du qigong ou voilà, que sais-je, mais voilà, plutôt des activités douces pour plutôt aider notre système nerveux à retourner vers le calme et non pas l'exciter.
qui est très important, en fait, et ce qui est le plus important pour moi, je dirais, c'est le rituel d'endormissement. Les études ont montré que le fait d'avoir un rituel d'endormissement ou un rituel apaisant le soir, ça permet au cerveau de comprendre, en fait, que voilà, la journée est finie, que là, on peut se mettre en mode, repos, qu'on peut laisser notre système nerveux s'apaiser, tranquillement et que, on va, doucement aller, vers le sommeil. Ce rituel d'endormissement, il peut être fait de plusieurs choses. Ça peut être la lecture, de la méditation, de la respiration, de la relaxation, des séances de sophrologie, enfin voilà, vous avez, tout un tas d'activités qui peuvent vous permettre, ce retour au calme. Ça peut être de prendre un bain aussi pour certaines personnes. Enfin voilà, toutes des activités qui, vraiment sont, douces, qui vous plaisent, heu vraiment avec cette idée de laisser le corps revenir à un état de calme. Ce rituel d'endormissement, c'est vraiment, l'élément central de la thérapie, pour l'insomnie. Il existe, entre autres, ce qu'on appelle de la TCC, donc de la thérapie cognitivo-comportementale en cas d'insomnie et vraiment l'élément central de cette thérapie, c'est ce rituel d'endormissement. Donc c'est vraiment pour dire que c'est le point le plus important, c'est d'avoir, notre corps aime bien, les rituels, aime bien ce qui est régulier, c'est quelque chose qui le sécurise et donc il a besoin d'être en sécurité pour pouvoir s'endormir dans de bonnes conditions et donc un rituel le soir, qui est toujours le même et qui nous permet de dire à notre corps: «C'est bon, là je suis en sécurité, je peux m'apaiser, je peux m'endormir», voilà et bah, c'est vraiment quelque chose de très important. La sieste, donc effectivement, la sieste, ça peut être, un bon élément pour, récupérer si les nuits sont un peu courtes ou s'il y a des réveils nocturnes. Simplement, la sieste, doit pas être trop longue, maximum 20-30 minutes, parce que, ça risque de perturber la nuit si, elle est plus longue, parce que ça va désynchroniser, en fait, les mécanismes de régulation. Et puis pareil, éviter les siestes trop tardives, bah, toujours pour éviter de décaler, l'endormissement le soir. Donc la sieste, oui, c'est un bon moyen de restaurer, la vigilance, de récupérer, mais une sieste courte. Un petit mot quand même rapide sur quelles sont les situations en fait, qui nécessitent une évaluation médicale. Alors si effectivement on a une insomnie de plus de 3 mois, et au moins 3 nuits par semaine. Donc une insomnie, c'est en fait, dès lors qu'il y a une difficulté d'endormissement ou qu'il y a une difficulté de maintenir le sommeil tout au long de la nuit ou qu'il y a des réveils nocturnes, fréquents et si on a ça depuis plus de 3 mois et au moins 3 nuits par semaine, il peut y avoir dans ce cas-là, une détérioration importante du fonctionnement du sommeil. Heu et des impacts en fait, sur, la vie quotidienne comme une fatigue sévère, une irritabilité, une baisse des performances, un impact social et dans ce cas-là, il est recommandé de prendre un avis, professionnel, spécialisé. Pareil en cas de suspicion de troubles respiratoires du sommeil, donc c'est, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Les signes d'alerte, ça va être des ronflements intenses, réguliers, ça va être des pauses respiratoires qui sont observées en général par le conjoint, une somnolence, importante la journée avec des endormissements involontaires et ça peut être aussi parfois devant une hypertension, résistante, ou une hypertension, enfin plutôt le matin qui peut entraîner d'ailleurs des maux de tête, au réveil. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est important de consulter et de faire un examen qu'on appelle la polysomnographie pour pouvoir mettre en évidence, ces pauses respiratoires et pour pouvoir détecter s'il y a besoin ou pas, d'un traitement et le traitement, c'est un appareil qui nous aide
à respirer la nuit. C'est aussi une autre indication pour consulter, ça va être tout ce qu'on appelle les parasomnies. Et les parasomnies, ça va être le somnambulisme, surtout s'il y a des comportements à risque lors de ce somnambulisme. Ça va être aussi les terreurs nocturnes et ça va être les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc, ça veut dire les gens qui vont avoir un sommeil très agité, avec des gestes violents pendant cette période de sommeil paradoxal. Et donc, dans ces trois situations-là, l'idéal, c'est de voir un médecin du sommeil, un pneumologue, un neurologue et parfois un psychiatre suivant les cas. Voilà, donc moi, j'ai tout dit. Le sommeil, on a vu que c'était vraiment un pilier fondamental pour la santé. Avoir des variations ponctuelles, c'est normal. Ce qui est surtout inquiétant, c'est quand on a des troubles persistants ou quand il y a des retentissements dans notre vie tous les jours. Et dans ce cas-là, ça doit être pris au sérieux et ça nécessite une consultation. Et à l'inverse, on a vu aussi que avoir des petites habitudes quotidiennes, ça peut transformer de façon durable la qualité de notre sommeil et plus largement notre santé globale, notre énergie, notre équilibre émotionnel. Et donc, voilà, c'est important de mettre en place ces petits rituels pour un sommeil de qualité et une bonne santé. Alors, merci Anne pour ces informations. On va déjà répondre aux questions qu'a suscité cette dernière partie. Puis après, moi, je vous donnerai des programmes, des actions de notre programme Prévaesio, de notre service Prévaesio, qui vous permettront d'agir sur votre sommeil. Alors, vous êtes plusieurs à partager des astuces ou des conseils pour mieux dormir, notamment Nathalie qui a lu, alors je ne connaissais pas, La méthode des militaires pour s'endormir rapidement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, Anne, peut-être qu'on peut inviter les auditeurs à aller Ouais, sur non, Google ça, pour, ça, pour voir cette méthode. Il y a Florence qui évoque la sophrologie. Oui, je pense qu'on peut la recommander tout à également. fait. Ah oui, tout à fait. La sophrologie, ça va être justement toutes les techniques de relaxation, de régulation du stress. Et ça, oui, c'est vraiment le bienvenu à faire le soir, justement pour décharger voilà, tout le stress, toutes les Mmh. tensions qui ont été accumulées par notre journée. Et donc, oui, la sophrologie, un grand oui. Il y a Mama qui nous dit qu'elle a des lunettes anti-lumière bleue pour les écrans. Donc je ne connaissais pas non plus, j'apprends plein de choses aujourd'hui, c'est super. Alors oui, c'est effectivement les lunettes anti-lumière bleue. Alors c'est effectivement intéressant. À ceci près que les lunettes anti-lumière bleue, ça va surtout limiter l'impact en fait de la lumière bleue sur la rétine, puisqu'en fait il y a aussi des études qui ont montré que la lumière bleue peut entraîner des lésions au niveau de la rétine. Donc ça va plus protéger en fait notre œil, la vue. Ça n'a pas vraiment, en tout cas à ma connaissance dans les études, j'ai pas vu de rapport entre les lunettes bleues et l'impact sur le sommeil, puisque la luminosité, c'est vraiment la luminosité, pas l'onde, parce que dans les lunettes anti-lumière bleue, c'est l'onde qui est enlevée pour pas avoir ces lésions de la rétine, alors que l'impact de la lumière sur le sommeil, c'est la luminosité. Donc, on n'est pas vraiment sur le même mécanisme. Et justement, il y a Marie-Hélène, non, c'est pas Marie-Hélène, mais qui est-ce qui parlait de ça? Pascal qui nous disait, les veilleuses musicales et lumineuses pour les enfants, ça serait pas conseillé si on suit, ce que vous avez dit, dans l'exposé. Alors, Parce que si ça peut être conseillé, ça fait du bruit et de la lumière, quoi, voilà. oui, alors, mais ça peut être conseillé quand même parce que ça a ce côté apaisant. Pour les enfants, souvent il y a une peur du noir, donc le fait d'avoir une petite veilleuse, c'est OK. Il faut simplement plutôt la mettre vers le bas, en fait, si possible en dessous de la hauteur du lit. C'est-à-dire que ça éclaire un peu la pièce, mais c'est pas trop fort. Et puis il y a quand même souvent dans ces veilleuses, ça diminue progressivement
en fait, donc la luminosité, donc il y a pas trop de soucis par rapport à ça. Et puis le bruit, bah, souvent c'est des bruits, ce qu'on appelle les bruits calmes, le bruit blanc, ou enfin tous ces bruits qui sont apaisants, qui ont plutôt un effet bénéfique sur les enfants, parce que, ce sont des bruits, pareil, qui vont, réguler le système nerveux et mettre notre système nerveux au repos. Donc non, non, il y a pas de danger de ces veilleuses. OK. Alors autre solution par Mama, c'est les mandalas avant le coucher qui peuvent participer, faire un mandala, pour, retourner au calme et participer au rituel, Oui, apaisant. ouais, tout à fait. Il y a, Marie-Hélène qui nous demande si l'acupuncture peut être une solution pour les réveils nocturnes et les difficultés de rendormissement. Oui, l'acupuncture peut avoir un effet en fait, sur, l'acupuncture, ça va aider justement à la régulation du stress et à la régulation des émotions en travaillant justement sur ces points d'acupuncture. Et donc oui, ça peut être une aide chez les personnes qui ont vraiment un stress, qui ont des ruminations, des ou des variabilités émotionnelles, ouais, ça peut OK. aider chez certaines personnes. Donc le mandala, Jean-Pierre, c'est en fait, c'est comme une rosace, Ouais, du et coloriage. c'est du coloriage, en fait, voilà. Et avec Heu des tout petites, choses à colorier, donc ça permet de focuser Voilà, son esprit sur un truc. On et on a Ça fait le vide. Audrey qui nous demande si les relations sexuelles le soir sont-elles mauvaises pour un sommeil de qualité? Alors non, c'est même plutôt conseillé, j'en ai pas parlé parce que voilà, mais oui, non, c'est alors les études ont montré au contraire que ça avait, un impact plutôt favorable parce que ça va nous permettre de libérer des endorphines, notamment, donc c'est-à-dire cette hormone du bien-être. Et de l'ocytocine aussi. Donc, ça apaise le système nerveux, ça libère les tensions, ça a un côté aussi très rassurant pour le système nerveux puisque, parce qu'on va être en lien avec son compagnon, son conjoint, et cetera. Donc non, non, au contraire, c'est plutôt bénéfique. Voilà, il y a quelqu'un qui parle de la théine. Je pense que c'est les mêmes effets que la caféine. Il faut, Alors la théine, c'est pareil, que c'est la même molécule que la caféine, simplement dans le thé, la théine est moins dosée, que la caféine dans le café. Ça a les mêmes effets. Chez les personnes sensibles, effectivement, prendre un thé à 17 heures, c'est pas forcément une bonne option, par exemple, parce que les effets vont aussi, pouvoir durer, plusieurs heures et donc avoir un impact sur le sommeil. Donc c'est vrai que si on veut boire une boisson chaude, c'est plus efficace, les tisanes. Tout ce qui est, ouais, tisane, Très c'est mieux. Alors moi, je vais vous partager maintenant, voilà, je vous ai mis un lien sur l'écran, mais vous pouvez retrouver, hein, cette programmation dans votre espace adhérent. Donc on vous permet de faire des bilans qu'on a par téléphone, sommeil, je fais le point. C'est un entretien de 30 minutes avec une sophrologue, justement pour échanger sur vos problématiques personnelles de sommeil et avoir une réponse personnalisée. Elle vous donne généralement des techniques de relaxation pour, heu avoir ce rituel apaisant. Et puis, comme je vous en parlais en début, de webinaire, nous avons maintenant du e-coaching santé dont vous pouvez bénéficier. C'est également disponible dans votre espace adhérent et il propose un programme, qui s'appuie sur des techniques, comportementales et cognitives ou cognitives et comportementales pour agir sur son sommeil, et ce programme s'appelle Terrasomnia. Donc vous y en tant qu'adhérent d'Aesio Mutuel, vous pouvez en bénéficier gratuitement, comme les bilans aussi, bien sûr. Alors je vous ai mis les dates, il y a les prochains bilans sommeil, c'est le 4 et le 6 février. Il reste que quelques créneaux, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire très vite. Mais on en proposera, à d'autres moments de l'année, voilà, si vous n'arrivez pas à avoir de place. Je crois qu'on a fait le tour. Le webinaire, sera accessible en replay. Vous allez recevoir le lien en quelques jours, donc vous pourrez revoir la présentation et revoir, et écouter nos échanges et les conseils que nous a donnés, Anne.
et puis, vous allez recevoir aussi un lien tout de suite après pour, remplir notre questionnaire de satisfaction. Donc merci par avance pour vos retours. Merci Anne, c'était très intéressant, très complet. Merci à tous pour votre Merci. participation active et à très vite, pour une prochaine action de prévention. À bientôt. Une belle journée à tous. Merci beaucoup.